Mesdames et messieurs, bonsoir. La riposte de l'Iran contre l'entité sioniste n'a pas été digérée par l'État occupant, implanté au milieu de ce grand Moyen-Orient par la force et le diktat. Ce qui étonne dans cette affaire des ripostes, si on peut l'appeler ainsi, iranienne, ou de ce qui est qualifié par les médias occidentaux, européens en l'occurrence, d'attaques iraniennes, et le nombre de réactions des États et institutions dites internationales. Des réactions, il y en a à volonté, des dénonciations aux mises en garde, aux appels à la retenue. Mais hélas, si ces réactions étaient les mêmes lors de la frappe sioniste contre des cibles iraniennes, en l'occurrence diplomatiques, cette riposte n'aurait peut-être pas eu lieu, mais nous vivons dans un monde où la vérité et la raison n'ont pas droit de citer. À la riposte iranienne, donc, Israël ou l'entité sioniste menace à nouveau de contre-riposter. Quelles conséquences, et va-t-on droit vers un embrasement général de la région, si ce n'est déjà fait, ou ceci n'est qu'un scénario où les rôles seront ou sont bien distribués, comme le supputent certaines thèses. Tout de suite, le débat est lancé. Alors, pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe basé à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et Omar Benberti, analyste des questions politiques internationales, avec nous en direct par Skype depuis Oran. Omar, bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Merci d'être avec nous. Alors, la question qu'on pourrait se poser comme ça d'emblée, après quand même ces 3 jours de tumulte où les frappes iraniennes, où la riposte iranienne a été enclenchée, il faut le dire, de bonne guerre, après donc avoir subi des attaques dans sa représentation diplomatique basée en Syrie. Alors, la première question aujourd'hui, c'est à riposte, une contre-riposte et une contre-riposte à la contre-riposte, où va-t-on, Ahmad Benberti? Écoutez, je pense que les choses sont un peu plus complexes que cette question de riposte et de contre-riposte. Oui. D'abord, c'est une contre-attaque parce que c'est Israël la première qui a attaqué l'État pratiquement d'Iran en bombardant son consulat. Donc c'est une contre-attaque qui s'est produite. Mais maintenant, ce qui se joue actuellement, effectivement, vous avez bien fait de poser le problème en ces termes, c'est qu'on se demande qui va être le plus sage. D'une façon générale, ce à quoi nous avons assisté, c'est que nous avons vu un État iranien, je dis bien un État iranien, qui est resté très sage, très calme, et qui a utilisé au maximum tous les ressorts que pouvait lui offrir la légalité internationale. Il n'a fait que répondre à une attaque. Et donc, il a contre-attaqué, mais en étant dans la mesure. Ça, c'est un premier point. Ce que est en train de développer l'entité sioniste actuellement, c'est de vouloir justement chauffer à blanc les opinions, bien entendu, comme ils savent le faire depuis très longtemps, avec le soutien, bien entendu, des relais occidentaux qui sont les siens, et donc de vouloir dire « je vais attaquer l'Iran » alors que les choses étant beaucoup plus complexes, nous savons que les liens qui existent entre l'Iran et Israël sont des liens très anciens. Les gens pensent que l'Iran n'existe que depuis qu'il y a eu la révolution islamique, mais je rappelle simplement qu'il y a eu des accords secrets qu'on ne connaît pas très bien entre l'Iran de l'époque du Shah et l'entité sioniste, et que la SAVAK, la fameuse police du Shah, était en grande partie réalisée, construite et développée par des agents sionistes, oui, par tout ce personnel-là. Donc les liens sont très importants. Il y a même un pipeline qui existe actuellement encore en Israël, et on ne sait pas très bien s'il est toujours à moitié entre la propriété de l'Iran et d'Israël. Donc il faut savoir raison garder et se dire qu'actuellement, les responsables de l'État iranien ont une attitude tout à fait logique, dans la mesure où ils se disent « nous sommes prêts, nous nous tenons prêts », et ils sont capables effectivement
de détruire complètement cet État d'Israël, mais ce n'est pas leur objectif. Sachez que les deux puissances qui sont actuellement dans cette région sont bien entendu l'Iran et l'antité-sioniste. Et c'est un vieux plan qui date du temps du président Eisenhower. Donc ça, c'est pour dire simplement que l'Iran a une attitude beaucoup plus raisonnable que celle que l'on veut nous faire croire à travers des médias enflammés par l'entité sioniste. Justement, on va développer tout ça dans un petit instant et avec Riyad Sidawi, mais je vous demande, avant de poursuivre le débat, de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri. L'escalade poursuit son cours entre Téhéran et Tel Aviv. L'entité sioniste a promis une riposte à la réponse iranienne du 13 avril, une opération massive ayant saturé le dôme de fer. L'offensive iranienne a permis de briser un tabou. Depuis 1991, l'entité sioniste n'avait subi aucune attaque venant d'un pays étranger. Par ailleurs, c'est la première fois que l'Iran attaque frontalement l'entité sioniste. Étant donné la nature inédite de l'événement, Tel Aviv a juré de le faire payer à l'Iran. Et ce, malgré les appels internationaux prônant la retenue dans un Moyen-Orient particulièrement inflammable. À l'occasion de la journée nationale de l'armée, le président iranien Ebrahim Raisi a répondu aux menaces des dirigeants sionistes. L'opération iranienne a fait tomber la gloire du régime sioniste. Si le régime sioniste fait la moindre chose pour violer notre territoire et nuire aux intérêts nationaux de la République islamique, il doit comprendre qu'il fera face à une réponse sévère et lourde. Selon l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, l'entité sioniste a envie de réagir. Cependant, la nature de la réponse serait encore en cours de discussion au sein du cabinet de guerre. L'entité sioniste pourrait attaquer au Yémen, au Sud-Liban, en Syrie, en Irak, si celle-ci veut procéder à une attaque indirecte. Autre possibilité, l'Iran pourrait subir une attaque directe sur son territoire, ce qui ouvrirait la voie à une escalade incontrôlable. Riyad Sidawi, alors on l'a vu au départ, il y avait une frappe, une véritable attaque contre la représentation diplomatique iranienne en Syrie, mais il n'y a eu aucune réaction occidentale, encore moins européenne, et ni l'Union européenne n'avait réagi, ni le Conseil de sécurité, ni les Nations unies. Aujourd'hui, il y a une riposte qui est de bonne guerre, il faut l'expliquer, c'est tout à fait légitime, celle donc iranienne, même si, comme le disent le porte-parole iranien, dit que son pays a fait preuve de retenue, c'est-à-dire que ce sont des frappes bien mesurées. Eh bien, les réactions fusent de partout. Il y a des réactions qui dénoncent, il y a d'autres réactions qui mettent en garde l'Iran, mais il y a d'autres qui déjà promettent des sanctions. Joseph Borrell l'a attesté lors d'une réunion extraordinaire qui s'est faite hier. Qu'est-ce que vous en pensez, Riyad Sidawi ? Vous avez raison, c'est l'hypocrisie totale de certains pays occidentaux, de l'OTAN. La politique de deux poids, deux mesures, elle est toujours là, hein, elle est toujours en exercice de la part de ces pays. D'ailleurs, la grande question, qui a agressé qui? La frappe contre le consulat iranien à Damas est considérée par le droit international comme une frappe contre le sol iranien. D'ailleurs, un journaliste a posé une question au ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron. Elle a dit qu'est-ce qu'elle va faire la Grande-Bretagne si son consulat quelque part a été frappé? Quelle sera la réponse de la Grande-Bretagne? Évidemment, il a été coincé parce que les Iraniens, qu'est-ce qu'ils disent les Iraniens? Ils sont jusqu'à maintenant très attachés au droit international. Ils ont dit que nous avons appliqué l'article 51 de la charte de l'ONU. L'article 51 de la charte de l'ONU qui parle du droit de la légitime défense. Nous étions agressés par l'entité sioniste. On a essayé, on a frappé les portes des organisations internationales, y compris le Conseil de sécurité, mais évidemment, il y avait le veto américain, le veto britannique et le veto français. Donc, les institutions internationales ne nous ont pas écoutés, nous ont totalement négligés. Alors, on a le droit d'appliquer l'article 51 de la Charte de l'ONU. Ça veut dire, voilà une frappe. Aujourd'hui, c'est
l'équilibre de la terreur et ils ont bien mentionné à l'entité sioniste, vous nous agressez encore une fois, vous allez voir une riposte plus forte, plus puissante que celle-ci. Et dans ce contexte aussi, il faut signaler que les États occidentaux ont participé avec l'armée israélienne, parce qu'elle n'est pas seule l'armée de l'entité sioniste. On a vu les chasseurs français, les chasseurs britanniques et surtout les chasseurs américains agissent surtout dans le ciel de la Jordanie, contre les missiles, contre les drones iraniens. C'est l'hypocrisie totale, la politique de 2 poids 2 mesures. Absolument. Israël, l'entité sioniste, a le droit de frapper, de violer les droits internationaux, de ne pas appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. La communauté internationale aurait dû appliquer et activer le chapitre 7 de la charte de l'ONU, ça veut dire constituer, composer une armée internationale et attaquer Tel Aviv et bombarder Israël, comme ils ont fait en 1991 avec l'Irak de Saddam Hussein, comme ils l'ont fait en 2011 contre la Libye de Kadhafi. Donc, pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Israël est intouchable, Israël est protégé par les pays de l'OTAN, par les États-Unis d'Amérique et évidemment par la France et la Grande-Bretagne. Tout est clair maintenant. Ce qui est bien avec les guerres, c'est qu'il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de zones grises, soit blanc, soit noir. Eh bien justement, vous faites très bien de le dire, parce que de toute façon, depuis le début de la guerre livrée contre les Palestiniens à Gaza par l'entité sioniste, beaucoup de rideaux et de voiles sont tombés. Omar Benberti, et justement, cette politique de 2 poids 2 mesures n'a jamais été aussi flagrante, surtout avec la guerre en Ukraine. Au fait, ce qui a étonné aujourd'hui, est-ce que c'est le fait que l'Iran qui est donc la première fois frappe de manière directe l'entité sioniste dont son J, ou c'est le fait que l'entité sioniste soit frappée en réaction à ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui choque le plus finalement dans ce qui s'est passé dans cette riposte iranienne, Omar Benberti? Je ne sais pas si c'est véritablement ce que vous appelez une riposte. J'aimerais simplement insister sur le point suivant. D'abord, il n'y a pas d'équilibre de la terreur. Comme l'a dit notre ami, je suis désolé, mais la terreur, c'est Israël qui la provoque. L'Iran n'a jamais provoqué de la terreur vis-à-vis de ses voisins. Et donc, il n'y a pas d'équilibre de la terreur, il y a simplement un État qui se respecte et qui applique, comme l'a dit si bien notre ami Sidawi, qui applique le droit international et qui a eu le temps d'aviser tout le monde et dire je défends mon territoire parce que vous avez attaqué une représentation diplomatique. Ça s'arrête à ce niveau. Maintenant, je voudrais aussi insister sur un point, c'est que le pays qui se comporte de la manière la plus rationnelle, c'est bien entendu l'Iran. Bien sûr que les médias et les commentateurs et les analystes développent tout un discours un petit peu sur est-ce qu'ils vont réagir, ils ne vont pas réagir, etc. Mais en vérité, il y a des intérêts. Les intérêts sont déterminants lorsque l'on évoque les acteurs en présence. Les acteurs en présence sont les États-Unis. Israël n'étant rien d'autre, encore une fois, qu'une base avancée des États-Unis dans la région du Moyen-Orient. 2, les États-Unis ont intérêt à rester la seule puissance dans cette région, sauf qu'elle avait aussi elle avait 2 fers au chaud à l'époque, avant la révolution islamique de Khomeini. Je rappelle entre parenthèses que ce sont les États-Unis qui ont installé Khomeini au pouvoir à la place du Shah d'Iran. Ça, les gens l'ont oublié, mais encore faut-il le rappeler. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un État qui, lui, fonctionne de manière tout à fait raisonnable, qui s'appelle l'Iran, et un État voyou, il faut appeler les choses par leur nom, un État voyou qui ne respecte même pas son maître, celui qui le tient en laisse, en l'occurrence les États-Unis. Ce que vous appelez l'Occident, Borrell et compagnie, tout ça, ce sont des roquets qui ne font qu'aboyer à la suite de ce que décident les États-Unis. Il suffit que les États-Unis changent leur fusil d'épaule et disent il n'est pas question de toucher à l'Iran, et vous verrez que ni Netanyahou ni son équipe de psychopathes avec les extrémistes messianiques eschatologiques qui sont avec lui en ce moment, ces ministres de l'extrême droite du Likoud, mais ils ont toujours été comme ça, ils n'ont pas changé.
deux poids, deux mesures, ça n'existe pas. Il y a toujours eu deux poids, deux mesures dans les affaires de décolonisation. C'est pas quelque chose de nouveau. Et à partir du moment où le rapport de force change, donc on se trouve dans une situation où l'Iran n'a fait qu'une seule action. Elle a testé, j'insiste sur ce mot, Oui. elle a testé la défense de l'État d'Israël en envoyant ses drones et ses missiles, etc. Et alors, en ça a attaquant donné les bases. Elle n'a fait que tester la défense de l'État d'Israël. C'était une manière de tester cette défense. Une fois qu'elle a testé, elle sait que maintenant celle-ci est incapable de se défendre, sinon avec le soutien des Britanniques, des Américains, des Français, des Jordaniens, etc. À partir de ce moment-là, elle sait très bien que d'une pichenette, elle enverra ses missiles et elle détruira tout. Elle n'a fait aucune victime civile, au cas où les gens l'auraient oublié. Elle n'a fait que cibler des cibles militaires bien précises, celles qui ont attaqué justement le consulat de Damas. Le reste maintenant, c'est la balle, comme disaient si bien les autorités iraniennes, la balle est dans le camp d'Israël. Si Israël veut s'amuser, entre guillemets, à provoquer encore une fois avec du riposte et du baratin, l'Iran, elle en paiera très cher le prix. Mais en vérité, je pense que les dirigeants sionistes ont trouvé là une gage pour essayer de faire oublier ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Parce que c'est ça le véritable problème. Bien qu'il n'y ait aucun lien entre la riposte et la contre-attaque de nos amis iraniens et la situation à Gaza. Il n'y a aucun lien entre les deux. Il faut être très clair là-dessus. Oui, effectivement, il n'y a pas photo entre une attaque qui fait je ne sais pas combien de morts, des dizaines de morts, en plus une attaque contre une représentation diplomatique qui est au fait une véritable déclaration de guerre et une riposte qui, elle, obéit tout simplement, comme le disait Riyad Sidawi, aux résolutions onusiennes qui donc stipulent le droit de se défendre. Tiens, parlons un petit peu de ce droit de se défendre ou de ces missiles, comme vous le disiez tout à l'heure, Omar Ben Barti, puisqu'on parlait et vous disiez que c'est l'Iran qui teste. Alors, Riyad Sidawi, le test a été concluant ou pas lorsqu'on sait que la plupart des missiles et des drones interceptés l'ont été, comme le disait Omar Ben Barti, par des forces étrangères, en l'occurrence la Jordanie, hélas? Oui, je pense que l'opération était composée, très complexe, puisqu'il y a des drones et des missiles cruise et des missiles balistiques. Évidemment, le grand objectif, ce sont deux bases militaires aériennes qui ont été gravement touchées. On a vu des vidéos même avec 9 missiles. Donc peut-être les drones, je suis pas militaire évidemment, je suis pas expert militaire, je suis politologue, mais peut-être avec les drones qui ont épuisé la défense, la DCA israélienne, aussi la DCA où les F-16 américains, les appareils américains et français et britanniques ont participé surtout dans le ciel jordanien dans cette bataille aérienne, mais finalement ils ont atteint leur objectif, 9 missiles satisfaits puisqu'ils ont touché et ils ont réalisé les objectifs iraniens de bases militaires aériennes israéliennes. On a les vidéos, on a les images. Donc, mission accomplie. Nous attendons la riposte israélienne. À mon avis, les Israéliens restent depuis longtemps d'attaquer surtout les installations nucléaires iraniennes, s'ils osent le faire. Donc, à mon avis, la riposte iranienne, elle sera très, très, très forte, très, très puissante. D'ailleurs, c'est leur discours officiel, y compris le discours de M. Ebrahim Raïsi, le président de la République islamique iranienne. Donc, ils vont riposter, mais avec des missiles encore plus puissants et avec des armes encore plus puissantes. Et ça sera comme une boule de neige et pourquoi pas la grande guerre régionale. Rappelons-le aussi que c'est l'Iran qui a financé, entraîné et surtout soutenu militairement et armé la résistance palestinienne, que ce soit Hamas, Kataib Qassam, ou que ce soit Djihad islamique, Syrie Quds, ou même le Front populaire de la libération de Palestine, qui est une formation de gauche, laïque, où il y a même des chrétiens palestiniens, mais aussi soutenu par l'Iran. La même chose avec Hezbollah et la résistance libanaise, la même chose avec Ansar Allah au Yémen. Donc c'est l'axe de la résistance et l'Iran c'est le moteur de cet axe de résistance. Je pense que l'entité sioniste aujourd'hui doit beaucoup calculer afin d'agresser encore une deuxième fois l'Iran. Et les Américains, s'ils les ont avertis, au début ils ont dit non, nous ne voulons pas
une réaction israélienne, puis ils ont accepté une riposte bien calculée et rationnelle qui n'aboutit pas à une grande guerre dans la région. Parce que les Américains, ils ont peur de perdre beaucoup d'intérêt dans cette région. Évidemment, il y a des peuples, il y a les opinions publiques qui sont, je parle de l'opinion publique arabe et musulmane, qui sont avec la résistance palestinienne, donc ils sont forcément avec l'Iran. Les États-Unis d'Amérique dépendent des régimes qui sont alliés, mais par l'expérience, on sait bien que les peuples aussi ont un mot à dire à un moment donné dans l'histoire. Absolument. Au fait, les peuples arabes sont avec la résistance, qu'elle soit iranienne ou autre, à partir du moment où il y a de la légalité, de la légitimité, et surtout qu'il y ait de la réaction, parce que depuis quelque temps, les pays arabes sont dans une inertie, ma foi, sans pareil. Merci beaucoup, Riyad Sidawi. Vous êtes, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche arabe à Genève et que vous devez nous quitter parce que vous avez également d'autres engagements. Nous vous remercions donc d'avoir pris part à ce débat. Omar Benberti, alors, puisqu'on parle de la contre-riposte, et c'est ça finalement le but, parce qu'il y a eu une riposte, il y a eu une contre-riposte, pour ne pas dire qu'il y a une riposte de l'entité sioniste ou israélienne, parce que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, M. Omar Benberti? Il y a une contre-riposte. On ne parle que de cette contre-riposte. Alors, il y a quand même des mises en garde de la part de l'entité sioniste. Leur ministre des Affaires étrangères a dit que cela ne va pas se passer comme ça. Si pour reprendre son expression, on se demande qu'est-ce que ça veut dire ce comme ça. Et puis également les États-Unis qui appellent un petit peu l'entité sioniste à faire preuve de retenue. Donc malgré ces appels, l'entité sioniste veut absolument avoir sa contre-riposte. Le Figaro qui fait donc état de 3 scénarios qui pourraient être envisageables pour cette contre-riposte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette contre-riposte sioniste, Omar Benberti? Moi, j'y crois pas beaucoup parce que l'État sioniste fait face à de très, très gros problèmes. Il y a une population qui est en train de fuir le pays. Alors, je rappelle juste un petit crochet, M. Omar Benberti. Il serait 125 000 Israéliens à avoir quitté le pays déjà. L'aéroport de Ben Gurion de Tel Aviv, il est archibondé, les gens sont en taillou. Oui, voilà. Les colonies entre guillemets du nord de la Palestine occupée sont désertées depuis plus de 6 mois après l'attaque du 7 octobre. Les colonies du sud, on n'en parle pas. En Cisjordanie, il y a des massacres tous les jours parce qu'ils ont la force. Je rappelle tout simplement que les Juifs sont des couards, ils sont des lâches, et ils n'ont de courage qu'à partir du moment où ils sont abrités par un blindé. Par un tank. S'il n'y avait pas ça, il y a longtemps que les Palestiniens les auraient mangés tout crus. Donc ça, il ne faut pas aussi donner à cet ennemi qu'on appelle Israël une importance qu'il n'a pas. Lorsqu'on compare l'État d'Israël, sa superficie, et on voit l'Iran à côté en termes de population de l'Iran, c'est 1 800 000 km². Et on voit ce que représente Israël, c'est peanuts. Il y a aussi maintenant le tam-tam que chauffent les Figaro, etc., comme vous dites, les analystes, pseudo-analystes politiques des plateaux de télévision qui parlent de 3e guerre mondiale. Il n'y aura pas de 3e guerre mondiale parce que les intérêts qui sont en jeu sont trop importants. Il y a actuellement 2 États qui sont puissants dans cette région, l'Iran le plus puissant, et je rappelle au passage que l'Iran a une histoire, ce que n'a pas Israël, et un État qui est, en fait, c'est pas Israël, c'est les États-Unis et l'Occident qui est derrière. Oui. À partir de ce moment-là, l'enjeu, il est là. Mais maintenant, les États-Unis ne veulent pas d'une 3e guerre mondiale, parce qu'une 3e guerre mondiale, ça veut dire que la Fédération de Russie sera présente et la Chine sera présente. Or, jusqu'à présent, les seuls qui étaient présents dans cette région de la péninsule du Moyen-Orient, c'était les États-Unis. Et ils veulent y rester. Toute la difficulté, elle est là. Toute la stratégie que développent ces pays-là se détermine à partir de l'enjeu stratégique qui est celui-là. C'est pour ça qu'en Syrie, ils ont mis 10 ans à essayer de détruire ce qu'ils ont pu détruire, mais ils n'y ont pas réussi. Et l'Irak est toujours présente, et la Syrie est toujours présente, parce que ce sont des pays qui ont une histoire, ce qui n'est pas le cas du pays dont on parle actuellement, donc l'entité sioniste. Merci beaucoup, M. Omar Benberti. C'est dommage que le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. On aurait aimé savoir, selon vous, quel serait donc comment
de quelle manière aller frapper Israël. On va en tous les cas le voir bientôt. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques internationales. On se retrouvera, mesdames et messieurs, pour d'autres numéros de l'échiquier international. Retrouvez-nous demain. Au revoir.